Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Entre l'encre et les mots ce soir en compagnie de Séraphine Matin et de Sonia Robinard. Bonsoir les filles. Bonsoir, Bonsoir à tous. Et comment allez-vous? comme un vendredi. Comme un vendredi. Et ben, en tout cas, ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour un live exceptionnel en compagnie de Yasmina Kadra qui va venir nous présenter donc son livre Morituri. Donc c'est une réédition revisitée de ce livre qui est sorti en 1900 dans les années 90. Sonia, tu auras l'occasion de nous faire une chronique dans quelques instants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Un livre poignant, criant de vérité, et on apprend plein de choses. Et j'ai découvert la plume de Monsieur Cadra avec grand plaisir. Eh ben écoute, en tout cas, au plaisir de t'écouter aussi dans quelques instants. Vous connaissez aussi le principe de cette émission. Nous aurons l'occasion d'avoir l'extrait de Marie de ce livre Morituri, pardon, dont vous voyez effectivement qu'il a reçu en plus le prix Pepe Carvello. On aura l'occasion de le vous présenter dans quelques instants. Et puis bien sûr, on aura la chronique de Séraphine, le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur Yasmina? Ah, que je suis ravie de pouvoir avoir un tête-à-tête avec lui. C'est vrai que c'est un homme absolument incroyable. En faisant mes recherches, je regardais des vidéos et j'avais l'impression qu'il parlait en citation, en vers, en poème. Il a une façon de lier les mots, de parler qui est fascinante. Je suis fascinée par son verbe. Eh ben, écoute, avec plaisir aussi pour t'écouter dans quelques instants. Donc, on rappelle, il est avec nous pour présenter ce livre, Morituri aux éditions Mial et Barreau. On va avoir l'occasion d'en parler, mais je tiens aussi à vous remercier puisqu'il y aura 2 exemplaires à gagner ce soir parmi toutes les personnes qui participent à cette émission. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire des remarques. On vous écoutera. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Yasmina Kadra. Bonsoir Yasmina. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler donc de ce livre qu'on vient de parler, Morituri aux éditions Mialet Barreau. Vous connaissez le principe de l'émission, pour y être déjà venu, les personnes vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Alors Yasmina Kadra, j'ai envie de vous demander qui êtes-vous? On vous connaît beaucoup, on vous connaît partout, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Yasmina Kadra? Yasmina Khadra, c'est le baiser à la morsure, l'imposture des mots, l'écrivain, ce que le mirage doit à l'oasis, tout est écrit, tout est bien déterminé, détaillé. Alors, c'est un écrivain algérien qui est né dans le Sahara algérien et qui a pour son pays un amour fou et pour l'humanité beaucoup d'espoir, malgré toutes les dérives et tous les cataclysmes qui menacent nos rares quiétudes. Je continue de croire au triomphe du bon sens. Voilà ce que c'est qu'Yasmina Khadra. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation. Donc, il est vrai que vous êtes né dans le désert algérien, au Sahara. Vous êtes un auteur aux millions de lecteurs, traduit en 53 langues, édité dans 56 pays. Vous avez écrit votre première nouvelle à l'âge de 11 ans. Est-ce que vous pouvez nous en Oui. parler? Oui, c'était le petit Mohamed, une inspiration directe du petit poussé, sauf qu'à la fin, le petit Mohamed ne rentre pas avec ses frères à la maison. Il n'aura pas de pied de cailloux blancs sur son chemin. Il va rester dans la forêt et j'ai compris par la suite pourquoi. Tout simplement parce que souvent, la proximité des fauves est plus instructive et moins dangereuse que la proximité de certaines personnes. Eh bien, merci à vous, hein. Donc, on rappelle effectivement que les personnes sont invitées à poser leurs questions en commentaire. Et il y a une première question intéressante de Lola Cagno qui est avec nous. Bonsoir Lola, qui nous dit, lorsque vous commencez un nouveau roman, qu'est-ce qui vient en premier, l'histoire ou les personnages? Non, c'est déjà l'histoire. Impérativement, il faut une histoire. Et bien sûr, cette histoire, elle raconte quelqu'un. Donc, le personnage est indissociable de l'histoire elle-même. Mais ce qui m'importe, c'est d'avoir de la chute. Avant même de commencer à écrire, il me faut une chute. Moi, c'est le début, c'est pas un problème, mais la chute, c'est toujours le plus grand point d'interrogation qui m'écrase comme une enclume. C'est pour ça que vous avez écrit votre première nouvelle à l'âge de 11 ans, parce que c'était déjà à l'époque la chute qui vous plaisait beaucoup. Oui, absolument. Et
c'est comme ça D'accord. d'ailleurs. J'ai peur, par exemple, de commencer une histoire et d'être enthousiasmé. Et puis, à la fin, je ne trouve pas le... Ça m'est arrivé avec un roman que j'ai consacré à la Tunisie, parce que moi, j'ai un esprit maghrébin, totalement maghrébin. Je suis pour le Grand Maghreb et j'essaie de consolider les liens qui unissent nos peuples. Donc, j'ai consacré un livre au Maroc, et c'est euh, L'outrage fait à Sarah Iker, et j'étais en train d'écrire un roman pour la Tunisie, mais vers la fin, j'ai trouvé la suite tellement nulle, et puis elle coïncidait avec un film que j'avais vu, et ça m'a brisé, et depuis, mon livre est resté à la page 180, et il n'a plus bougé depuis. Oui, parce que c'est vrai que vous le dites, vous avez comme plusieurs de vos romans qui ont été adaptés en film, en série et au cinéma. Oui, oui. Ben, D'accord. moi, j'écris avec, vous savez, ça c'est mon éducation de grand lecteur de bande dessinée. Quand j'étais petit, je suis un ressortissant de l'université des bandes dessinées. Donc, depuis tout petit, je ne pouvais pas dissocier le texte de l'image. Et quand j'écris, j'ai le sentiment d'avoir une caméra sur l'épaule et je mène mon lecteur à travers des rues qu'il voit, à travers des odeurs qu'il sent, à travers des personnages qu'il identifie au fur et à mesure qu'il avance dans l'histoire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Moi, je me souviens, lorsque vous étiez venu dans cette émission la première fois, vous m'aviez dit de profiter de la vie, chose qu'on adore faire dans cette émission. Vous aviez dit, hier, je suis rentré dans ma chambre, j'avais 20 ans, ce matin, j'en avais 67. Est-ce que cette philosophie, pour vous, est toujours la même, de rentrer dans votre chambre en disant, demain, je profite de la vie, je profite de la vie? Mais il le faut, ça doit être un impératif pour chaque être humain sur Terre. On ne vit qu'une seule fois et on n'a pas le droit de se laisser berner par les discours de haine ou par le malheur qui nous frappe ou par les échecs qui quelquefois nous font fléchir. Nous devons toujours nous relever et dire que chaque échec est une leçon de vie. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut profiter de la vie. Si on n'a que Eh, des ennemis, tant pis. Parce qu'on peut trouver et s'inventer des amis partout où l'on veut. Voilà ce qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut concevoir la vie. On en a marre des guerres, on en a marre des discordes, des amalgames. Tout ça, c'est des pertes de temps. Parce qu'au crépuscule de notre vie, et lorsqu'on fera le bilan de tout ce qu'on a vécu et partagé, ne nous reste que les bons souvenirs. Et si ils ne sont pas nombreux, eh ben, ce sont les mauvais souvenirs qui vont nous décimer à la fin. Eh ben, en tout cas, bah, merci à vous et je vous propose justement d'en parler puisque vous en parlez un petit peu dans ce livre Morituri, donc aux éditions Mialet Barreau, pardon. Alors, je vois le commentaire, on dit Morituri ou Merituri? Dites-nous Morituri, comment. Morituri, voilà. c'est du latin, c'est Ave César morituri te salutant. Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. C'est ça, Voilà, morituri. c'est ça. Mm. Effectivement, c'est ce que nous disait Bernadette Mesbourian qui est avec nous, qui dit Morituri, quel titre, ceux qui vont mourir te saluent. Voilà, merci beaucoup Bernadette. Alors, ce que je vous propose justement, bah, c'est que vous puissiez nous parler de ce livre. Racontez-nous un petit peu de quoi parle ce livre, juste avant de recevoir Sonia qui va arriver pour la chronique dans quelques instants. Ben, c'est un livre qui m'a permis de rester lucide au cœur de la tragédie algérienne. J'avais consacré 5 livres à la destinée noire, à cette guerre intérieure qui a failli dépeupler le peuple algérien, qui a exterminé des familles entières, des milliers, des dizaines de milliers d'innocents et de militaires. Donc, moi, j'avais écrit d'abord Les Amis du Seigneur et et Aquarelle les loups, mais c'était vraiment des romans qui m'ont beaucoup traumatisé moi-même. Et d'ailleurs, j'étais obligé concernant Aquarelle les loups, de supprimer 80 pages arbitrairement parce que je me disais, si moi qui vis cet enfer au quotidien, je suis complètement bouleversé. Un lecteur, surtout un lecteur occidental qui a une autre culture, une autre mentalité, il ne pourra jamais aller jusqu'au bout de ce roman. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes, lorsque le livre a été traduit aux États-Unis, ils ont enlevé le premier paragraphe. On m'a dit que ce n'est pas possible pour un Américain de pénétrer cet ouvrage en commençant par ce paragraphe. Ils ont été obligés de le transférer ailleurs, de le déporter ailleurs. Voilà, donc, et puis, grâce à Morituri, grâce au commissaire Loeb, j'ai commencé quand même à surmonter toute cette horreur qui m'accueillait chaque matin et qui me traquait à travers mes rêves chaque nuit. Et Hmm. bien sûr,
ce commissaire Loeb, ça a été un peu l'Algérien que j'aime, cet Algérien brave, qui a le sens des valeurs et le sens de l'abnégation et l'amour profond pour ceux qui représentent quelque chose pour lui. Eh ben, en tout cas, merci à vous en tout cas d'être avec nous ce soir pour nous parler de ce livre. Je remercie encore toutes les personnes qui sont là et qui posent des questions. Je vous rappelle qu'il y a 2 exemplaires à gagner ce soir. Et je remercie encore Amélie des éditions Miel et Barreau qui les a envoyés. Ils sont là les 2. Donc tirage au sort en fin d'émission. Je vous contacte une fois le tirage au sort fait après l'émission. Vous serez contacté en message privé. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'accueillir Sonia Robinard pour la chronique. Alors, chère Bonsoir. Sonia, merci à toi d'être là donc pour la chronique de Maury Thury. Nous t'écoutons. Commissaire Loeb, homme de qualité et respecté un temps, officiant à Alger, va devoir pendant une enquête sous haute tension faire profil bas. Lui qui maintenant a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, va devoir faire preuve de tact et de sang-froid, afin de retrouver la fille d'un homme riche qui a disparu. Ne sachant toujours pas s'il s'agit d'une fugue ou d'un enlèvement, il va découvrir au fur et à mesure le pire côté de l'Algérie et des hommes. Entre terrorisme qui trouble la tranquillité des habitants et les dérives secrètes, Loeb devra déjouer les pièges et les traquenards afin de dérouler cette pelote de laine très dangereuse et qui met à terre tous ceux qui se trouvent sur cette route. Avec ce roman, j'ai découvert l'écriture tranchante et touchante à la fois de M. Yasmina Khadra. Des mots durs mais réels, des passages tendres et terrifiants, un réalisme sans nom. Une lecture addictive vous attend en ouvrant ce livre. Comment s'en sortir sans égratignure? C'est un roman qu'il faut absolument découvrir ou redécouvrir. Je dois vous avouer que j'ai hâte de retrouver Loeb dans le reste de ses aventures. Bravo. Merci. Merci à toi Sonia. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre votre livre chroniqué, puisqu'on rappelle que le livre n'est pas encore officiellement sorti en librairie, il ne sortira que le 2 avril prochain. D'ailleurs, vous faites la grande journée de lancement demain à Paris. Ça vous fait quoi d'entendre cette chronique à l'oral? Ben, vous savez, c'est une manière de sensibiliser ceux qui nous écoutent à aller à la découverte de quelque chose. Voilà, c'est une belle chronique et elle est encourageante. Et puis, je ne comprendrai jamais les critiques négatives. Quand Je elles ne ne sont sais pas pas pourquoi. constructives. Oui, pourquoi faut-il consacrer une page pour démonter une œuvre alors qu'il y a de belles œuvres qui n'attendent que peut-être le 1/10 de cette page. Donc voilà, moi je trouve que le livre est en danger maintenant. Il est vraiment en danger parce que déjà le lectorat s'amenuise. Le livre connaît quand même une certaine dérive due peut-être au Covid parce que depuis l'avènement de cette pandémie, beaucoup de choses ont changé. Et je trouve scandaleux qu'on en essaye de l'enterrer entièrement, qu'il faut se battre pour que le livre recouvre sa place et son lustre d'antan. Il faut qu'il soit une espèce de nécessité première pour l'être humain, parce que notre meilleur compagnon, c'est lui. Celui qui nous éclaire, celui qui nous permet de nous comprendre et de comprendre les autres, celui qui nous permet d'accéder avec beaucoup d'intelligence aux mentalités les plus complexes et quand même de les adopter. Voilà, c'est ça. Le livre, c'est un bien absolu. Écoutez, merci Moi, beaucoup en tout moi, cas. je suis devenue fan du commissaire Loeb. Alors là, j'adore. Vous, Il a vous des pouvez, petites touches, voilà, des petites touches tranchantes, des petits pics comme ça et tout. Et ça donne envie de le connaître en vrai, en fait. ouais, moi, il me manque beaucoup. Il me manque beaucoup et je lui dois tout finalement. Je lui dois tout. C'est lui qui m'a révélé au grand public, hein. C'est vraiment le commissaire Loeb qui m'a ouvert les portes de beaucoup de maisons d'édition en Occident et même en Amérique. Tous mes romans policiers, tous les commissaires Loeb ont été traduits aux États-Unis, ce qui est quelque chose de, c'est presque une prouesse.
Oui. Oui, parce qu'on rappelle que Morituri, et donc on le disait tout à l'heure en off avec Sonia, il est sorti dans les années 90. Il a été réédité pour une réimpression en 2022, je crois, chez Kabesh, dont on a vu le visuel tout à l'heure. Si je me souviens, c'était celui-ci, effectivement, qui était sorti C'est chez Casbah, Kabesh et Casbah. Casbah C'est Édition, Casbah. effectivement. Mm. Casbah Édition. Et là, vous avez décidé, en fait, de refaire une réédition Non, revisitée. non, il y a un problème de... On a un Ah, est-ce que vous problème quand m'entendez? même de liaison, hein. Ah, Ah, est-ce que vous Je ne sais m'entendez pas, vous toujours? m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ben, le livre, je l'ai écrit, je l'explique dans l'avant-propos, parce que quand même, la première écriture, c'était pendant la décennie noire, pendant la guerre, et moi j'étais engagé dans cette guerre. J'étais constamment dans les maquis terroristes, face à des massacres, face à des atrocités. Et bien sûr, j'ai écrit ce livre dans l'urgence parce que j'étais persuadé que j'allais mourir moi aussi, comme mes compagnons. Je n'avais aucune raison d'échapper à ce sort-là. Et puis par la suite, quand je l'ai relu une vingtaine d'années ou 15 ans plus tard, j'ai trouvé qu'il souffrait de beaucoup d'incomplétude et j'ai essayé de lui donner l'éclat qu'il méritait. Et bien sûr, cet éclat a été bénéfique pour le roman. Il est sorti d'abord à Alger Mhm. il y a 2 ou 3 ans, et puis il est sorti en Suède, et il est sorti aussi au Bénin et en Afrique, au Congo-Kinshasa. Et aujourd'hui, il sort en France. Voilà, on rappelle donc ce livre qui sortira donc le 2 avril et ça me permet effectivement de rappeler que demain, pour nos chers amis parisiens, vous faites donc cette première rencontre à la librairie Valentin dans le 15e arrondissement de Marseille. Ce sera votre première Pas de rencontre Marseille, pas de de Paris. Paris. de Paris, pardon, un lapsus. Ah, le lapsus. Lapsus révélateur, oui, parce qu'effectivement, c'est en préparation. Mais effectivement, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous aimez, de rencontrer vos lecteurs comme ça en librairie? Vous étiez à Rome, j'ai vu il y a quelques jours. Vous étiez à Barcelone au mois de février pour la remise du prix, puisqu'il a reçu ce prix Pepe Carvello qui récompense chaque année, hein, si vous me dites si je me trompe, qui récompense chaque année un auteur de romans policiers pour l'ensemble de son œuvre. Et il vous a été remis cette année à Barcelone. Pas un auteur, pas un auteur. Jetez un coup d'œil sur la liste. C'est vraiment, c'est un grand prix. C'est uniquement enfin, non, c'est pas un auteur, c'est deux grands auteurs. Oui, mais là, c'est vous qui l'avez eu cette année pour ce livre Morituri à Ben, Barcelone. ça m'a beaucoup flatté. Et puis me voir avec aux côtés de ces géants de la littérature noire, parce que ce sont tous des géants de la littérature noire, ces gens-là, ça m'a rassuré parce que moi j'écris les deux genres. Et je vois que c'est la noire qui me respecte le plus que la blanche. Alors que mes plus grands romans, ils ont été écrits dans la collection blanche. C'est ça le paradoxe. C'est pour ça que je suis tellement fier qu'il y ait quand même un intérêt pour le talent des autres. Chose qu'en France, on ne voit pas. Mm. Et comment vous pouvez l'expliquer ça, juste avant d'écouter l'extrait de Non, il n'y a Marie? pas Comment vous expliquez? d'explication. Je n'explique pas et je ne veux même pas m'attarder dessus. Je vous Eh ben, explique tout écoutez, simplement. Écoutez, j'ai été soutenu par des écrivains d'autres pays. Ça me rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui eh ben, compte. vous, Et en eh ben, c'est plus, il y ce a un qui. lectorat qui me suit, qui m'encourage et qui me soutient d'une façon presque biblique. Eh ben, écoutez, merci. Alors, il y a pas mal de commentaires qui arrivent. Aurélie Di Pélisson qui nous dit: Bonsoir Yasmina, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre métier d'écrivain. On est là Écrivez-vous pour sur un. ça. Alors, première question. Écrivez-vous sur un support privilégié, ordinateur ou sur papier? Avez-vous des rituels particuliers, des horaires d'écriture fixes? Écrivez-vous dans un lieu donné que vous aimez ou partout où l'écriture est possible? En gros, avez-vous des rituels, Yasmina? Comment vous écrivez? Je, je n'ai malheureusement pas de rituel et je suis très jaloux des écrivains qui sont bien ordonnés. Moi, quand j'entends des écrivains dire que je me lève par exemple à 5 heures du matin, je commence à écrire et à 8 heures j'arrête et je commence une vie, je suis totalement jaloux. Moi, je n'ai pas ça. Moi, quand je commence à écrire, c'est une folie tout simplement. Je deviens l'otage de mes personnages et je peux commencer à 9 heures pour finir jusqu'à minuit. Je ne mange pas bien. Enfin, tout est chamboulé autour de moi et il n'y a que mon texte qui compte.
Voilà, donc, comment j'écris? Ben, avant, j'écrivais sur papier. Et ce qui est bien sur papier, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de fautes. Quand on écrit sur le papier, on ne fait pas beaucoup de fautes. Et quand on écrit sur le micro, moi, j'écris avec un seul doigt. Et c'est une véritable épreuve parce que chaque mot, il y a toujours, je fais une fausse manœuvre et je suis obligé de revenir pour corriger. Et ça tue, ça me tue vraiment. Mais ce qui est bien sur un ordinateur, c'est qu'on a un regard assez intelligent sur son texte. On voit la structure de ce texte, de ce paragraphe. On décèle tout de suite la phrase de trop ou celle qui n'est pas à sa place. Et on commence quand même à tout revoir. C'est comme un dessin et d'un seul coup, hop, le schéma sort et on le valide. Voilà, je préfère travailler sur le micro, l'ordinateur, parce que sur le papier, pour une page, il m'en faut 10. Écoutez, merci beaucoup pour votre réponse et merci Aurélie d'avoir posé cette question pour en savoir un petit peu plus justement sur vos habitudes. Il y a Laurent Alain qui... Il faut me poser juste une question à la fois parce que je suis vieux et j'oublie toujours les questions. Alors, là, il y a Laurent qui me pose une question. Donc, l'auteur est le seul à pouvoir exprimer et faire ressentir ses émotions et sa passion. Yasmina, comment accepter que certains mal placés puissent critiquer en négatif sans essayer de comprendre l'auteur? Non, ça fait partie du genre humain, vous savez. Le monde est ainsi fait. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont mauvais. Et puis chacun essaye de... la critique, ce n'est que le renvoi de notre propre image. L'œuvre, elle est immuable. L'œuvre, elle est inexpugnable. Elle est là, elle est toute forte, elle est toute belle. Mais c'est notre façon à nous qui trahit l'accès à cette œuvre ou le non-accès à cette œuvre. Donc voilà, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. En littérature, on a peut-être le droit de chahuter un écrivain, mais quand on voit que des gens chahutent des chanteurs ou des humoristes, alors là, je me dis que il y a des gens qui sont faits pour être malheureux. Voilà. Einstein disait, les négatifs, ils trouveraient un problème à la solution. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Lola Cagno qui nous dit « Dans chaque période de l'histoire où les libertés sont menacées, la littérature est attaquée. Souhaitons que le livre garde toute sa place et son importance. » Donc, merci beaucoup, Lola. Avant de continuer les questions, j'aimerais qu'on écoute l'extrait de Marie, puisqu'on rappelle que vous êtes avec nous pour Morituri aux éditions Mialet Barreau. Donc, on écoute l'extrait de Marie et ensuite on continue avec les questions. Marie Méran présente un roman de Yasmina Khadra, Morituri, aux éditions Mialet Barreau éditeur. Saigné aux 4 veines, l'horizon accouche par césarienne d'un jour qui finalement n'aura pas mérité sa peine. Les temps sont durs, une petite imprudence et la foudre vous tombe dessus comme un rapace affamé sur un rat des champs. Vous avez beau prier tous les saints du bled, aucun d'eux n'oserait vous répondre de peur de se faire encenser avec sa propre barbe avant d'être égorgé comme un mouton sacrificiel par les pseudo-djihadistes de l'Apocalypse. Tout le monde se planque quelque part, une main sur la bouche pour garder le silence, l'autre sur les yeux pour pouvoir jurer sur le meshaf qu'on n'a rien vu sans offenser le Seigneur. Elle est bien loin, l'époque où l'on comptait fleurettes en paradant gaillardement sur la moutonnière, la poitrine gonflée à bloc de ferveur patriotique, le pas cadençant la marche de tous les défis. C'était l'époque où Alger était la Mecque des héros et des militants de grandes causes, la citadelle imprenable des briseurs de chaînes, la base arrière des opprimés et des prophètes en quête de nouvelles réformes et la place d'armes des révolutions. Mais bon, rien ne dure en ce monde, ni les promesses, ni les serments, ni les empires, ni les conquérants. C'est dans la nature des êtres et des choses. La lune ne décroît-elle pas au lendemain de sa plénitude? Nous avons cru aux étoiles filantes et nous avons pris des comètes pour des révélations divines. Aujourd'hui, un autre monde s'invite à la fête pour virer tous les rêves d'hier comme des malpropres. L'appel du muezzin est un accent de sommation. Ce qui est sacré est devenu létal. Ce qui a été apaisant est devenu viral
et ceux qui fut fraternel, à fracturer les familles et les tribus, élevant les uns au rang des purs et reléguant les autres au fin fond des caniveaux. Tout un peuple se réveille d'un long sommeil, passablement groggy, comme au sortir d'une cuite qui aurait mal tourné. Tout un peuple se demande ce qui lui arrive et oublie qu'il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Bon, assez ruminé. Il faut que je me lève. J'ai un boulot qui m'attend de pied ferme et ça ne sert à rien de se court-circuiter les neurones au risque de cramer l'oreiller. Je m'extirpe de mon plumard, la gueule puante et les yeux bouffis, avec des courbatures partout et des fourmis aux mollets, à croire que j'ai passé la nuit à faire du catch avec l'ensemble de mes frayeurs. Je ne me rappelle pas mon rêve, mais mes draps trop froissés et mon tricot trempé de transpiration témoignent des cauchemars que j'ai dû me farcir. Voilà donc pour cet extrait de Morituri aux éditions Miel et Barreau de Yasmina Khadra par Marie Méran, la comédienne de l'émission qui vous embrasse, chère Yasmina. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet extrait? Ben, c'est le commencement, c'est l'entrée en la matière dans ce roman. Oui, Et il dit long sur quand même cette désillusion qui a été la nôtre au début de la décennie noire. Nous étions un peuple fantastique, un peuple qui aimait rire, qui était plein de rêves et plein de promesses. Et puis, il était aussi inattentif aux dérives qui l'éloignaient de tous ces défis, de tous ces serments. Et un jour, il s'est réveillé, groggy, la gueule puante comme un commissaire, puante pour avoir blasphémé. Et le blasphème, c'est surtout le fait de ne pas dire les bonnes choses et de ne pas dénoncer l'injustice et de ne pas crier haut et fort qu'il faut absolument aller vers ce qui nous émerveille et non pas vers ce qui nous enténèbre. Et voilà, c'est comme ça que je vois là cet extrait. On est aux portes de l'enfer, mais les Algériens ont été quand même d'une très grande bravoure et je profite de ce moment pour les saluer parce ce qu'ils ont vécu pendant la décennie noire, c'est inimaginable. Inimaginable. J'ai vu toutes ces horreurs, que ce soit en Irak ou en Syrie, mais aucune horreur n'atteint le degré d'atrocité qu'ont connu les Algériens. Il y a eu des choses qu'on n'a vues nulle part. Et donc, c'est pour ça que malgré euh, tous les échecs qui ont jalonné notre parcours, malgré toutes les défections, toutes les désertions, je garde pour le peuple algérien le plus grand respect. ben, on salue effectivement nos amis algériens qui nous regardent, on l'imagine ce soir, et qui, on le sait, nous regardent assez régulièrement. Les amis, je parle effectivement, les amis algériens qui nous regardent. Dominique Guéna qui nous dit, vous donnez-vous, chère Yasmina, des limites dans l'écriture, que ce soit sur le sujet que vous voulez traiter ou de la manière dont vous le traitez. Waouh. Écoutez, la manière, c'est d'abord, il n'y a pas chaque écrivain essaie de donner le meilleur de lui-même dans la manière. D'accord? Mais pour ce qui est du sujet, normalement, il n'y a pas de limite. Je n'ai eu qu'une seule fois peur d'un roman parce que ma vie était en danger. Ma vie et celle de mes enfants étaient en danger. Et c'est le roman que je suis en train de finir aujourd'hui, la réécriture de Double Blanc. Parce que j'essaie de l'écrire comme j'aurais aimé l'écrire quand j'étais engagé dans cette guerre antiterroriste. C'est le seul livre qui m'a terrifié, et pour lequel j'ai vraiment peur pour ma vie et pour celle de mes enfants. Mais autrement, tous les autres livres, il n'y a pas. La seule façon pour moi d'être un écrivain, c'est d'être totalement libre. Eh bien, merci pour cette franchise. Elodie qui nous dit, bonsoir Monsieur Khadra, comment travaillez-vous avec les réalisateurs et metteurs en scène pour l'adaptation de vos romans? Et je ne travaille pas. Ils ne veulent pas que je travaille avec eux et je respecte leur décision. Bien sûr, je reste toujours redevable à ces réalisateurs parce qu'ils permettent à mes romans de rencontrer un autre public et d'élargir davantage leur audience. Et même si je n'ai pas été toujours d'accord, je ne peux que m'incliner devant leur choix. Parce qu'un réalisateur, c'est d'abord un artiste. Il a sa propre façon
de concevoir une œuvre, il a ses propres prismes et je m'interdis de lui montrer ce qu'il doit faire, même si ce qu'il fait me déçoit ou m'attriste ou m'afflige ou me consterne, ben moi je suis dans le respect total de l'artiste. Eh ben, merci à vous, en tout cas. Bénédicte Rousset, dont on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui nous dit merci pour vos écrits à votre image, lumineux et pétri d'humilité. Voilà, donc merci à toi, Bénédicte. Merci à elle aussi, Bénédicte. Bernadette Mesbourian, vous y avez partiellement répondu tout à l'heure, mais si vous voulez rentrer un petit peu dans les détails, et si Sonia veut rajouter quelque chose, il y a Bernadette qui nous dit quel est le sujet fondamental de Morituri. Ben, c'est la guerre, la dessinée noire. Vous savez, j'avais consacré 5 romans à la dessinée noire. Et c'est bien Morituri qui a permis aux gens de mieux comprendre la situation en Algérie. Et pourtant, il y avait 2 romans qui étaient pratiquement une introspection. C'était une visite au cœur même du drame. Les Amis du Seigneur Aquarelle Vélo qui ont eu un retentissement planétaires qui sont même étudiés dans les plus grandes écoles de guerre du monde, y compris aux États-Unis. Mais ce ne sont pas ces romans-là qui m'ont révélé au grand public, c'est Morituri. Et je ne sais pas où se situe la magie de ce roman. Jusqu'à présent, je l'ignore. Donc voilà, j'ai répondu à la question, c'est bien la question. Oui, c'était bien la question. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, il y a des descriptions en fait, et on imagine. On peut qu'imaginer parce qu'il n'y a qu'une partie de ce qui s'est passé dans toute cette horreur. Et donc, du coup, mais c'est tellement bien écrit, c'est presque même poétique la façon que c'est écrit. Et c'est vrai qu'avec du coup, comme il y a la petite. J'aime bien le commissaire Loeb parce que justement, il a sa vision des choses aussi, avec des petites touches d'humour par moment. Et donc, du coup, on apprend plein de choses. Et je pense que c'est ça, en fait. Il met de l'humanité, en fait, dans le roman, le commissaire. Je pense que Oui, c'est. Voilà. je pense que c'est ça aussi. Les Amis du Seigneur Aquarelle Vélo, ben, ils prennent en otage le lecteur, hein, ils ne le lâchent plus. Et même s'il a envie de s'enfuir ou d'oublier de tourner la page, il est prisonnier de ce roman et c'est traumatisant. Mais il nous apprend aussi beaucoup de choses sur l'être humain, sur cette bestialité qui sommeille en nous, qui un jour elle se déclare avec une violence telle que même nos vieux démons en tremblent. Voilà. Mais le commissaire Loeb, il a peut-être un côté pédagogique. Et cette pédagogie repose peut-être sur son humour. C'est quelqu'un qui, malgré tout, garde ce regard assez comment dirais-je, assez Presque enfantin. Moi, je dirais presque enfantin, en fait. naïf, oui, il y a une naïveté. Et puis le commissaire Loeb, c'est pas Sherlock Holmes, hein. C'est un commissaire qui n'est pas toujours compétent, hein, mais qui a cette foi en ce qu'il croit être une vérité. Et c'est tellement attendrissant qu'il finit par découvrir le poteau rose, même par accident des fois. Mais voilà, c'est le côté humain. Voilà, ce n'est pas un héros. Ce n'est pas un eurocommissaire Loeb, c'est un être de chair et de sang. Et je vous assure qu'il a été mon compagnon pendant cette dessinée noire. C'est lui qui m'a permis de rester debout et de ne pas fléchir et de continuer de croire en mon pays. Merci en tout cas. C'est un homme accessible en fait. C'est monsieur presque tout le monde. Oui, en quelque sorte. Il y a Elodie qui nous dit Yasmina, quels sont les auteurs qui vous subjuguent, vous accompagnent ou vous inspirent? La poésie a-t-elle sa place? Ah mon Dieu. Bon, les auteurs, il y en a beaucoup, hein. Chaque auteur m'a appris une chose. Certains m'ont appris la transcendance, la persévérance, ce besoin d'aller au fond des choses, et d'autres m'ont appris la facilité, comment ne jamais leur ressembler, vous savez. Voilà, chaque écrivain est un enseignement. C'est un enseignement positif, négatif, mais c'est quand même un enseignement et il faut lire tout le monde pour pouvoir se découvrir ou découvrir soi-même. Même pour le lecteur, il peut se découvrir à travers les livres, hein. Il peut même se réinventer, s'améliorer ou se reconstruire à travers les livres. Et la deuxième question, c'était quoi? Est-ce que la poésie elle a sa place dans vos écrits, dans vos lectures?
Moi, je suis un poète médiocre, c'est pour ça que je suis devenu romancier. Moi, j'aurais aimé être un poète, un grand poète comme Al-Mutanabbi, comme Neruda, mais je n'ai pas ce talent malheureusement. Donc, j'essaie d'exceller, par compensation, j'essaie d'exceller dans le roman. Voilà. Et la poésie aujourd'hui, c'est ce qui est grave, c'est qu'elle est devenue. Avant, la poésie, c'était l'octave supérieure de la littérature. Elle était l'octave supérieure de la littérature. Elle ravissait les cours impériales, elle séduisait les foules lorsqu'un poète se mettait à clamer sa poésie dans un souk, dans un marché d'il y a 3 ou 4 siècles. C'était pratiquement un phare qui illuminait tous les esprits et qui pénétrait tous les cœurs. Mais aujourd'hui, cette poésie, elle est devenue le parent pauvre de la littérature. Aucun éditeur n'en veut parce que Mhm. voilà, les belles lettres sont devenues une valeur marchande et point à la barre. C'est-à-dire, je sais pas moi, je ne comprends pas pourquoi la poésie a perdu de son éclat. Peut-être parce que nous sommes devenus moins romantiques, moins respectueux des belles fulgurances, des belles trouvailles. Un vers peut vous construire un destin. Un seul vers, un quatrain de Omar Khayyam peut vous éclairer. Moi, il a suffi d'un quatrain de Omar Khayyam pour me transformer complètement. Aujourd'hui, malheureusement, la poésie, elle est complètement marginalisée, elle est même honnie, elle est même vilipendée par endroits. Mhm. C'est Ben dommage. justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, je vois les commentaires qui arrivent d'un certain Kadour Bekadra. Hein. Je vois votre message, cher monsieur, puisqu'effectivement, on a reçu pas mal de messages suite à votre venue sur la boîte mail donc, de l'émission, des gens qui vous soutiennent, des gens qui vous témoignent toute votre reconnaissance pour vos écrits. Et il y a justement ce jeune monsieur, effectivement, qui nous a envoyé un acrostiche à votre nom. Et justement, on aimerait vous le faire écouter, puisque nous l'avons, notre comédienne, justement, l'a enregistré. Donc, un auditeur ce soir qui nous écoute, qui a enregistré un acrostiche pour vous, monsieur Kadra. Écoutez-le. Voici un acrostiche dédié à Yasmina Kadra, inspiré par Maurituri et cette rencontre unique. Entre l'encre et les mots, écho de Kadra. Yasmina, où dansent les ombres du passé, au fil des mots, la plume révèle l'oublié, silence brisé par des vérités exposées, mémoire vive, un écho dans l'âme creusée, instant figé où la vie défie la peur, nuit éclairée par l'encre d'un cœur, artiste du verbe, tu tisses dans l'ardeur. Cadre d'histoire, un monde en clair-obscur, hanté par les cris que le vent murmure, au bord du gouffre, Maurituri se dresse, destin tragique sous ta plume en détresse, réflexion offerte aux âmes en quête, avec Florian, le dialogue s'apprête. Poème en acrostiche de Kadour Bekadra. Bekadra Kadour. Ah ouais, c'est un poète que j'encourage beaucoup. Il a beaucoup de talent, il a seulement besoin d'une visibilité. Et je suis Eh ben, certain écoutez, que si on lui accordait cette chance-là, il pourrait nous émerveiller davantage. Moi, j'aime bien ce qu'il fait et j'espère pour lui de trouver un éditeur capable de l'aider parce qu'il ne suffit pas de trouver un éditeur. Il faut aussi des éditeurs qui s'engagent, qui prennent des risques pour leurs auteurs. Voilà, eh et ben, en tout merci cas, ben, beaucoup, merci. Kador. Voilà. Eh ben, merci à vous. Voilà, donc un acrostiche de Kadour Bakadra, dont on voit effectivement le nom en bas. Donc, si un éditeur nous regarde ce soir, n'hésitez pas. Et bien évidemment, merci, cher Kadour, pour ce joli poème. On va poser bientôt la question donc de l'invité, mais il y avait encore deux petites remarques. Effectivement, Dominique Guénin qui vous demande, effectivement, Yasmina, je voulais vous dire que j'ai lu il y a peu ce que le jour doit à la nuit et j'ai été subjugué par l'écriture magnifique de ce livre et m'a tellement Moi ému. aussi. Merci pour ce roman. Moi aussi, j'ai été subjugué. Voilà, merci. Et juste avant Sur le d'écouter plan, je crois que la... sur le plan émotionnel, c'est mon plus grand succès en Europe. Mais sur le Ah plan oui, littéraire, je préfère de loin Les Vertueux. les vertueux, effectivement. Vous étiez venu Ouais. présenter également. Merci beaucoup. Laurent Alain qui nous demande, pour vous, Monsieur Cadra,
Alors, je recommence. Qu'y a-t-il de plus beau pour vous en Algérie? Juste avant d'écouter la question. Oh, le plus beau, c'est l'émotion. L'Algérie, c'est une émotion, c'est une alchimie extraordinaire. Voilà. On ne sait pas pourquoi partout elle est là, en bandoulière. Moi j'ai vu un drapeau algérien à Ottawa dans un stade de hockey sur glace, alors qu'on n'a jamais ce sport chez nous. Ils sont partout, le drapeau algérien est partout parce que c'est un peuple qui a tellement souffert que le seul radeau qui lui reste dans cette tourmente, c'est bien ce pays. Vous savez, généralement, la patrie, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Eh ben, les Algériens, peut-être parce qu'ils ont perdu beaucoup d'illusions, il leur reste leur pays. Et je suis certain que grâce à cette volonté de ne pas le lâcher, que ce pays va rebondir. Et très prochainement même. Eh ben, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter la question de l'invité. Alors, juste une précision pour les personnes qui nous regardent. Yasmina, vous connaissez le principe. C'est vrai que ce mercredi dernier, on devait recevoir notre cher ami Laure Rollier qui devait venir nous présenter son livre « Ligne rouge » aux éditions Récamier. Mais elle était souffrante et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle est toujours souffrante et malheureusement, elle pouvait pas poser une question ce soir, mais elle vous embrasse aussi également. Et à ce moment-là, nous avons aussi une admiratrice. Elle vous adore, justement, on en parlait tout à l'heure, de Bénédicte Rousset, qui avait une question pour vous. Merci Florian pour ton invitation ce soir à venir questionner l'immense Yasmina Khadra pour qui j'ai une admiration sans borne. C'est vous qui m'avez procuré les premières émotions de lecture, de grande lecture. Donc merci. Et moi je voulais vous demander quelque chose par rapport à vos titres. Est-ce que vous les choisissez vous-même? Est-ce que vous avez besoin de les connaître avant de travailler? Est-ce qu'ils vous viennent peut-être pendant la rédaction de vos travaux? Est-ce que votre maison d'édition peut-être vous propose de les changer? Ou voilà, votre rapport à ça, l'importance que vous accordez au titre et comment ça se passe pour vous à ce niveau-là. Merci pour ce temps que vous consacrez à ma question et j'espère de tout cœur avoir le bonheur de vous rencontrer. C'est vraiment un rêve depuis très longtemps. Et peut-être qu'on se verra sur un salon littéraire. Merci et le meilleur à vous autour de votre parution. À bientôt. Très bientôt. Merci. Voilà. Les titres, c'est toujours moi qui les trouve finalement. Parce que c'est un peu comme un nom qu'on donne à un enfant. Il faut que ce soit quelque chose de viscéral, de prometteur, d'enthousiasmant. C'est comme ça que je vois les titres. Et je les ai tous. C'est vrai que quelquefois, j'en ai plusieurs. Comme pour les vertueux, j'en avais au moins 3. Et j'ai demandé autour de moi, ma femme, mes enfants. Ça sort jamais de la maison en tous les cas. Ça sort jamais de la maison. Soit ma femme ou mes filles, je leur demandais de choisir et quelquefois, elles m'encouragent à choisir celui qui me plaisait le plus. Et donc, voilà, pour moi, un titre, c'est très important. C'est peut-être le premier appel en direction du lecteur. Voilà, généralement, il faut que ça soit tout simplement à la hauteur de ce qu'il y a sous la couverture. Je trouve désolant que l'on soit fasciné ou séduit par un titre et puis que derrière, il n'y a rien. Moi, j'essaie d'être à la hauteur de ce titre et de mériter ce piège fraternel que je tends à mon lectorat. Et même merci à vous pour la réponse. Et encore une fois, merci à Bénédicte de se prêter au jeu de cette question, voilà, donc qui vous adore, qui on rappelle est une. Je la salue, Bénédicte, et je serai moi doublement ravi de vous rencontrer un jour. Et ben voilà, merci beaucoup à vous en tout cas. Et vous savez, dans cette émission, on a un rituel, c'est que tout ce qui est dit dans cette émission se fait, et on en a eu la preuve à plusieurs reprises. Donc on se donne le pari effectivement de vous rencontrer tous les deux sur le même salon. Merci beaucoup. C'est un peu comme avec les flics, tout ce qu'on dit sera retourné contre nous. C'est ça. C'est ça, exactement. Et en plus, ça fait rire Sonia. Voilà, il y a plus, elle nous dit, voilà, merci de tout cœur. Donc vraiment, merci à toi, Bénédicte.
Donc voilà, donc vous connaissez le principe de l'émission. Donc on est quel jour? On est vendredi. Donc mercredi prochain, Yasmina, on recevra donc un autre auteur de polar aussi. On recevra Jérémy Classe pour son livre Commandant Solane, édité donc aux éditions Héloïse d'Ormesson. Quelle serait la question que vous aimeriez lui poser? Ah ben, moi, je lui dis d'abord bonjour, Jérémy, et bienvenue à bord. Et bravo surtout pour ce qu'il fait. Moi, j'écris dans les deux genres littéraires, la pseudo-blanche et la noire. Et je trouve que si, par exemple, la littérature blanche m'épuise, m'essore, me traumatise, eh ben, le polar, il me donne une liberté absolue. Donc, la question que je voudrais poser à Jérémy est de savoir quelle émotion l'écriture d'un polar lui procure-t-il. Voilà, est-ce que quand il écrit, est-ce qu'il est dans l'angoisse ou bien c'est un genre qui le rassure? Eh ben, That is merci my beaucoup pour question. cette question. Eh ben, merci beaucoup Yasmina pour cette magnifique question qu'on lui diffusera donc ce mercredi 2 avril, hein, donc première émission du mois d'avril. Donc voilà, le but du jeu pour lui sera d'y répondre. Merci beaucoup. Je rappelle hein, d'ailleurs pour ceux qui nous regardent que vous pouvez retrouver toutes les rediffusions de cette émission en flashant ce QR code tous les mercredis et vendredis soirs. Bon là exceptionnellement ce soir c'était 20h, mais tous les soirs à 19h30 le mercredi et le vendredi où un auteur vient parler de ses œuvres, de ses passions. Et puis bien entendu, après, passe un petit moment avec Séraphine qu'on va accueillir dans quelques instants. Mais Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de recevoir Séraphine? Non, j'écouterai Monsieur Cadra pendant des heures, en fait. Tellement Eh ben écoute, intéressant, tout le temps pertinent. Donc, voilà. écoute, merci à toi. Et ce que je te propose, c'est d'accueillir donc Séraphine. Alors Séraphine, toi tu es, comme on le disait tout à l'heure, en coulisses, tu es celle qui représente le mieux entre l'encre et les mots, puisqu'effectivement tu vas t'intéresser à qui est Yasmina Kadra. Donc ce que je te propose, bah, c'est avec Sonia de vous laisser tous les deux d'avoir ce tête-à-tête avec Yasmina. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour Yasmina. Bonjour C'est à un toi. plaisir. Je rejoins Sonia, c'est un plaisir de vous écouter. Il y a une telle douceur et en même temps une telle malice dans vos phrasés, dans votre façon de parler. C'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur. Et Ouais, d'ailleurs, je justement, m'excuse. J'ai un problème pourquoi? d'articulation, moi, c'est génétique. Il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. Ça ne se soigne pas, c'est comme ça. C'est comme ma peau qui est un peu foncée, mes cheveux qui sont un peu crépus. Ben, ma voix aussi, j'ai un vrai problème d'articulation. Donc, Ah, mais quelquefois, ça se. Ah, mais on s'habitue très vite à votre phrasé et Ah j'en ai ben, merci. absolument pas Merci l'impression, beaucoup. moi. Ouais, Ah merci non, enfin, beaucoup. ça, non, non. Mais non, c'est ce que vous dégagez vraiment dans le choix des mots, dans le choix de l'émotion que vous mettez dans chaque pensée. C'est vraiment très touchant et j'aimerais justement savoir d'où ça vous vient, comment vous faites pour avoir cette philosophie si positive et si imagée de la vie. Je crois que c'est dans ma nature. Je suis comme ça. Je suis né comme ça. Il y a des gens qui viennent avec une certaine lumière. Il y en a d'autres qui viennent avec une certaine noirceur. Et toute leur vie, chacun essaie d'aller au bout de ses convictions. Ceux qui sont persuadés qu'ils ont quelque chose de bon pour les autres et d'autres qui sont persuadés de pouvoir pourrir la vie des autres. C'est comme ça, c'est dans la nature. Moi, je ne peux pas expliquer ça, peut-être parce que euh, depuis tout petit, j'étais comme ça. Depuis tout petit, j'avais plein d'empathie. Je ne pouvais pas rester insensible à une détresse ou à un malheur. Moi, je pleurais toujours quand j'étais enfant. Par exemple, si je trouvais quelqu'un, un autre enfant en train de pleurer et qu'il me racontait pourquoi il avait toutes ses larmes sur sa petite bouille, eh ben, je me surprenais à pleurer avec lui, comme c'était ma manière à moi de partager sa douleur et d'essayer de le consoler. Je suis comme ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. Autant la vie a été brutale avec moi, autant elle a été Oui, injuste
inclémente, en tant moi, je suis totalement assez philosophe face à l'adversité. C'est fou, c'est fou. Du Et puis, il y coup, avait aussi un autre repère, c'était ma mère. Peut-être, probablement, c'est ah, ma mère qui m'a. Oui. C'est une dame qui a souffert toute sa vie et qui n'a jamais songé à faire du mal à qui que ce soit. Elle a connu le bonheur absolu. Pendant que l'Algérie sortait un peu de cet enfer du joug colonial, ma mère accédait directement à un certain confort. Elle était femme d'un officier de l'armée de libération. Elle vivait dans une superbe maison et tout. Et du jour au lendemain, elle se retrouvait à vivre répudiée, à vivre dans un quartier interlope d'Oran avec sept enfants. Et avec beaucoup de courage et avec beaucoup d'abnégation et surtout de longanimité. Parce que ma mère, elle était longanime. En arabe, on dit sabr. Sabr, c'est la longanimité. Elle était d'une patience, mais presque cosmique. Voilà. Et elle a tout supporté et elle avait toujours, malgré cette tristesse sur son visage, elle avait toujours un sourire pour les autres. C'est ça peut-être qui m'a toujours fasciné en elle. d'accord. Donc c'est la relève, du coup, c'est la digne relève, parce que c'est ce que je ressens et c'est ce que vous Est-ce dégagez. que est-ce que c'est une relève ou est-ce que c'est un prolongement? Je suis son Oui. fils. Je suis né de son ventre. J'ai Mm, d'ailleurs mm. les mêmes pieds qu'elle. Mes enfants trouvent que je ressemble beaucoup à ma mère quand j'ai les mêmes gestes, la même façon de bouder, la même tristesse quelquefois et le même enthousiasme. Donc voilà, je suis son fils. Oui. Ah, c'est sublime. Et d'ailleurs, justement, par rapport au pseudonyme, donc au prénom de votre femme que vous avez choisi, comment on devient un homme, comment on fait sa place d'homme aujourd'hui connu et reconnu avec un pseudo de femme? Je trouve ça très, très féministe et très courageux d'avoir choisi un pseudonyme féminin. Vous savez, il y a des gens qui Du se coup, gauchent maintenant, de en plus que moi. vous me parlez de votre maman, je me dis qu'il y a aussi finalement, il y a aussi un hommage aux femmes. Du coup, ma Écoutez, question, elle prend un autre, un autre détour. oui, vous savez, quand je rencontre des femmes qui sont mauvaises, je trouve ça contre nature. Je ne peux pas concevoir qu'une femme puisse être mauvaise. C'est-à-dire qu'elle soit consciente du mal qu'elle fait, de sa cruauté et tout. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que pour moi, la femme, c'est une déité. C'est elle qui donne la vie. Pour moi, la femme, elle est l'essence de toute chose. Elle est le socle de toute chose. Elle est la splendeur sur cette terre. Si on a choisi entre contempler la lune ou la voûte stellaire entière et une femme qui sourit, ben pour moi, la femme qui sourit vaut toutes les beautés de l'univers. Et c'est parce que j'ai un grand respect pour elle. J'ai un grand respect pour la femme, pour, sa, pour son combat, pour sa lucidité et son intelligence. Parce que naturellement, et ce ne sont pas des fleurs, naturellement, la femme est plus intelligente que l'homme. L'homme, il est malin, mais la femme, elle est intelligente. L'homme, il est ingrat, et la femme, elle est d'une générosité intarissable. Voilà, c'est pour ça que je n'ai prendre le pseudonyme de mon épouse, c'est une façon comme une autre de lui montrer combien je lui suis redevable. Sans elle, je n'aurais pas réussi dans la vie. Et je crois que c'est grâce à elle que j'ai survécu à 8 ans de guerre antiterroriste. Je ne voulais pas mourir pour elle. Oh, c'est sublime, quel amour, quel symbole. C'est sublime, c'est sublime. Mais c'est ce que vous portez, l'amour, l'amour de l'humain, l'amour des femmes dans votre nom, Mais l'amour c'est de quoi la l'humain haine? dans vos choix. C'est Mais fou. qu'est-ce que c'est que la haine? Qu'est-ce que c'est que la haine? La haine, c'est une toxine. C'est un mal dévastateur. Quand il est en nous, il nous détruit de l'intérieur. Il nous empêche de vivre notre vie. Quelqu'un qui est dans la haine, il passe son temps à essayer de pourrir celle des autres, alors que celle des autres, il ne pourra jamais l'atteindre. Donc il perd son temps, c'est une perte de temps la haine. Il faut aller vers ce qui est bien, vers ce qui nous aide à forcir, à nous relever quand on fléchit, à essayer de... C'est la vie, elle est merveilleuse, la vie. Mais là, vous savez où réside le côté merveilleux de la vie? Il réside dans la simplicité. Si on veut vivre Oh, pleinement sa vie, il faut vivre simplement.
Et être simple, c'est être lucide. C'est ça la simplicité. C'est la lucidité. C'est la sobriété. C'est ça qui nous permet de profiter de la vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Je voulais aussi. Pardon, c'est le ramadan. Je vous en prie, à la vôtre. Je voulais parler de la Légion d'honneur. Vous êtes chevalier, du coup, et je voudrais savoir, en tant que chevalier symbolique, quel roi ou quelle reine serviriez-vous? L'humanisme, l'amour? Quel roi ou quelle reine symbolique vous aimeriez défendre? La générosité. La générosité, pour moi, c'est le summum de la vertu humaine. La générosité. On ne peut pas posséder quelque chose si on ne peut pas la donner. C'est magnifique, c'est hyper touchant. Chaque mot me touche. J'ai l'impression de lire des Ouais, citations. vous êtes en train de m'intimider, je c'est- ne vais plus parler maintenant. Ah non, non, c'est moi, c'est un tel bonheur, c'est magnifique. Voilà, Et je bois à la santé de tous ceux qui nous écoutent. Hein. oui. Si votre œuvre et tout, du coup, toute votre plume prolifique, si elle devait à la postérité être résumée en une phrase, quelle phrase? Parce que justement, j'aime tellement vos citations que je voudrais terminer sur une citation de votre invention. Est-ce que vous pourriez résumer votre œuvre et comment vous aimeriez qu'elle soit résumée en une phrase? Comme une citation qui est la mienne et qui compte beaucoup pour moi, n'est jamais seul celui qui marche vers la lumière. Voilà, c'est comme ça. On n'est jamais seul, même si on est disqualifié, exclu, même si on est marginalisé. Quand on va vers la lumière, on n'est jamais seul. On est des millions de gens. On est toute l'humanité qui marche au pas cadencé. C'est magnifique. C'est magnifique. Je terminerai juste sur une phrase que j'ai entendue et que j'ai adorée parce qu'elle elle marque pour moi autant votre poésie que votre humour et que votre intemporalité. C'est prends ton pied là où l'autre traîne. Oui, Là où j'aime l'autre bien. traîne. J'aime. Non, il faut prendre son pied là où traîne l'autre. Voilà. Et Voilà. j'aime beaucoup ces formules. C'est peut-être ça qui rend mon lectorat assez attentif à ce que je fais. J'aime inventer des tournures de phrases, des figurances, des trouvailles. Voilà, c'est ça le côté féerique de la littérature, c'est que on devient magicien du verbe. Et moi, je suis pas un grammairien, je l'ai dit toujours. Hein. La langue française, je l'ai pas étudiée, je l'ai aimée. Et elle me donne tout, cette langue française. Et voilà, j'essaie tout simplement. C'est ma manière à moi de la magnifier et de lui dire merci. Eh bien, vous le faites merveilleusement. Vous le faites Merci merveilleusement et beaucoup. un grand Merci. merci. Vous le faites C'est moi qui vous comme remercie. finalement. Non, vraiment. Vous le faites peut-être quelquefois mieux voilà, que certains. C'est parce que justement, c'est l'amour chez vous qui transparaît. Au-delà de votre talent, il y a surtout l'amour que vous y mettez, la fierté que vous y mettez, il y a toutes ces belles choses que vous y mettez. Et merci, merci C'est infiniment, moi qui vous remercie, profondément. Bénédicte. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous remercie Yasmina parce que pour une fois, Séraphine a été très calme ce soir. Et vraiment, grâce à vous, Oui. merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, effectivement, je rejoins tous les commentaires qui arrivent en disant bel hommage, Monsieur Cadra, pour les hommes, pour les femmes. Sonia, tu pourras dire ton commentaire dans 30 secondes, mais je rejoins aussi ce que dit Elodie, qui nous dit Yasmina, vous êtes un poète. Vos mots expriment ce souffle poétique. Votre regard sur la femme est touchant. Merci beaucoup. Oui. Vraiment, merci beaucoup, Elodie. Sonia, tu voulais rajouter quelque chose? Le mérite Vas-y, je vous en prie. Le mérite revient à ceux qui apprécient la poésie. Un poète, c'est un outil. C'est celui qui le reçoit qui est vraiment poète. Ouais, et ben d'ailleurs,
On remercie encore notre cher ami Kadour Bakadra pour son poème, son acrostiche de tout à l'heure, Entre l'encre et les mots, écho de Kadra. Donc vraiment, merci à vous. En tout cas, c'était très beau. Sonia, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi je voudrais faire un appel à toutes les femmes que leurs hommes, s'ils ne sont pas devant notre écran ce soir, c'est qu'ils montrent en rediffusion et qu'ils écoutent le passage que monsieur Yasmina Kadra vient de dire sur les femmes. Il faudrait que tous les hommes l'écoutent. Mais ils le savent, les hommes le savent. Ils le savent, mais ils font semblant de l'ignorer. Allah, ce sont des ingrats. C'est ça, on le sait en plus. En tout cas, effectivement... Les hommes sont malins et les femmes sont intelligentes. Voilà, c'est ça. C'est comme j'ai écrit dans l'attentat, l'homme a créé la guerre, mais la femme a créé la résistance. C'est pas du tout la même chose. Et non, ça c'est sûr. La guerre, c'est une barbarie, la résistance, c'est de la noblesse. C'est la noblesse de l'engagement. Oui. Donc voilà. Eh bien, effectivement, je rejoins ce que dit Aurélie. Je ne peux plus entendre après cette émission que Yasmina Kadra n'est pas un immense poète. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Non. Donc, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Donc, on rappelle que vous étiez avec nous ce soir pour nous parler de ce livre Morituri aux éditions Miel et Barreau. Donc, encore une fois, merci à vous, Yasmina, d'avoir partagé ce moment avec nous. On rappelle qu'il sort le 2 avril et qu'on peut vous retrouver dès demain pour nos amis parisiens, je ne me trompe pas cette fois-ci, donc à la librairie Valentin. Donc voilà, une rencontre dédicace demain dans la librairie Valentin, donc à partir de 16h. Donc pour nos amis parisiens, n'hésitez pas à y aller. Et encore une fois, merci à Amélie des éditions Miel et Barreau d'avoir accepté d'offrir ces 2 romans par tirage au sort à la fin de cette émission. Je vous contacte tout de suite après en message privé. Mais vraiment, merci à tous. Vraiment, merci Yasmina d'avoir été avec nous. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà, si vous souhaitez dire quelque chose à ceux qui nous regardent ou aux membres de l'équipe qui vous ont donné la parole ce soir, je vous écoute. Je voudrais qu'ils lisent. Il faut qu'ils sachent que le livre, c'est... Moi, j'ai trouvé une définition du livre. C'est notre lampe de poche. Elle nous aide à avancer dans les obscurités. Donc, il faut toujours avoir une lampe de poche dans la poche. Donc, il faut avoir aussi un livre dans la poche ou à portée de main. Voilà. Le livre, c'est le meilleur compagnon que nous puissions avoir. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci à vous en tout cas. Et on rappelle qu'on se retrouve donc, chers amis, dès mercredi prochain avec notre ami Jérémy Classe qui viendra nous présenter son livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Voilà encore une belle maison d'édition qu'on va avoir l'occasion de redécouvrir dans cette émission. Merci à tous. Merci Yasmina. On vous souhaite un bon week-end. Bonne fin de Ramadan à vous, chère Yasmina. Et à très bientôt. Lisez des livres, comme dit Yasmina. C'est souvent cette phrase qu'on dit en fin d'émission. Donc vraiment, lisez des livres. Merci à tous. Ciao, ciao. Bon week-end. Bon week-end.